Bonjour Thomas Schnell, on accueille votre invité. Bonjour Nicolas Bavret. Bonjour. Historien, économiste, éditorialiste au Point, au Figaro. Merci d'être en direct avec nous. Alors, assistons-nous aujourd'hui à une reddition commerciale ou un compromis honorable? On a beaucoup de questions après cet accord qui a été trouvé dimanche soir entre Ursula von der Leyen et Donald Trump qui porte les taxes à 15% sur les produits de l'Union européenne que nous exportons vers les États-Unis. Tout d'abord, Nicolas Bavret, est-ce que la France est la grande perdante de cet accord ? Alors je pense qu'il n'y a pas que la France, il y a surtout l'Europe dans son ensemble, parce que vous avez parlé de compromis, mais en fait c'est vraiment le ralliement à une décision unilatérale de Donald Trump avec une asymétrie complète des engagements. Il suffit, quand on prend les droits des exportations européennes vers les États-Unis vont donc augmenter de 4,7 à 15%. On oublie de rappeler que les droits des exportations américaines vers l'Europe, ces droits-là restent figés à 4%. Donc d'un côté, on triple, de l'autre côté, et on a maintenant par rapport un rapport de 1 à 4 entre les droits appliqués aux États-Unis et ceux appliqués en Europe. Et puis les autres engagements sont aussi très préoccupants. D'ailleurs, ils sortent complètement des compétences de l'Union européenne. Il y a l'engagement d'acheter 750 milliards de dollars de pétrole et de gaz de schiste sur 3 ans. C'est quand même l'énergie la plus sale du monde. Donc c'est complètement opposé à la stratégie de décarbonation de l'Union européenne. Ensuite, on dit qu'on va investir 600 milliards de dollars sur le territoire américain. Et là encore, ça va nous priver des capitaux qui sont nécessaires pour financer la mise à niveau de la compétitivité des entreprises européennes, la révolution numérique, la transition écologique et le réarmement. Et enfin, on s'engage à acheter des armements et c'est extravagant puisqu'on va même très au-delà des engagements budgétaires qui ont été pris au sein de l'OTAN, qui par ailleurs est la bonne structure pour discuter de défense. Et j'ajoute qu'au passage, l'Europe a abandonné et renoncé à l'accord fiscal de l'OCDE qui fixait un impôt minimal de 15% sur toutes les entreprises mondiales et on en a exonéré les entreprises américaines, ce qui veut dire que cet accord maintenant, dans la réalité, est totalement caduc. Donc, c'est vraiment, vous avez utilisé le mot de reddition, on peut dire aussi capitulation. Et de fait, aujourd'hui, ce que c'était évoqué tout à l'heure, là où c'est très préoccupant, c'est que c'est la première fois que l'Europe, dans le cœur de sa compétence, montre que l'Union, en fait, fonctionne moins bien que le cavalier seul. C'est d'une certaine manière la première victoire du Brexit. 449 millions d'Européens ont donc tous cédé devant 347 millions d'Américains, mais on obtient beaucoup moins bien que 69 millions de Britanniques, puisque pour les Britanniques, les droits sont de 10%. Et ça fait une énorme différence. Avions-nous vraiment le choix ? Est-ce que Ursula von der Leyen ne devait pas se résoudre à accepter l'accord commercial proposé par les États-Unis ? Qu'est-ce qu'on avait dans notre besace pour répondre au bras de fer de Donald Trump ? Alors, je crois qu'on s'est complètement trompé de stratégie avec la stratégie de l'apaisement. Donc, premier argument, quand on regarde la Chine qui a choisi une ligne de fermeté, c'est la Chine qui a gagné face aux États-Unis. Et la Chine a utilisé les terres rares, elle a aussi vendu massivement, mais sans trop le dire, des titres de dette américaine. Qu'est-ce que nous avions, nous, dans notre arsenal ? Premièrement, nous n'avons jamais appliquer des représailles sur les droits, alors que nous pouvions le faire. On a établi des listes de produits, mais on n'est jamais passé à l'action. Deuxièmement, l'Union européenne s'est dotée d'un mécanisme anti-coercition. C'était destiné à la Chine, mais c'était un cas d'école pour le mettre en fonctionnement. On y a renoncé. Troisièmement, il est bien vrai que les États-Unis ont un déficit commercial de 200 milliards face à l'Union européenne sur les biens, mais ils ont un excédent de 150 milliards sur les services. Et donc, il y avait la possibilité de répliquer sur les services. Et enfin, nous expédions 300 milliards d'euros d'épargne par an aux États-Unis. Et en fait, l'Europe, la Chine se désengage de la dette américaine et c'est maintenant l'Europe qui est parmi les plus gros acheteurs de dette américaine. Et donc, il y avait enfin cette dernière rétorsion possible. On a déjà eu une alerte sur les titres de la dette américaine à cause des ventes chinoises et l'Union européenne aurait pu faire tout ça. Mais elle a renoncé d'emblée, en fait,
Elle s'est installée, enfermée dans une stratégie d'apaisement qui est exactement ce qu'attendait Donald Trump. Et on a la stratégie de l'apaisement, vous savez, c'est Churchill qui disait que c'est nourrir un crocodile avec l'espoir qu'on sera mangé en dernier. Et bien là, on a été bel et bien croqué. Demain, les filières économiques ont rendez-vous à Bercy, le patronat, les fédérations, les alliances. Comment est-ce que vous sentez le pouls justement des différents acteurs économiques ? Alors, d'abord, ça pose la question des zones d'ombre de cet accord. Par exemple, sur la pharmacie, on ne sait pas exactement où elle est. Les spiritueux, a priori, seraient exonérés, mais pas le vin. L'acier et l'aluminium restent taxés à 50%, ce qui est énorme. Donc, il est vrai que on est moins exposé que l'Allemagne. Les exportations vers les États-Unis, c'est à peu près 1,8% du PIB. En revanche, il y a quelques filières qui sont extrêmement exposées. Et on a plusieurs dizaines de milliers d'entreprises pour lesquelles les exportations vers les États-Unis sont vitales. Donc l'impact sera loin d'être négligeable dans une économie française qui est déjà complètement à l'arrêt. Et je crois que, si vous voulez, il y a quand même quelques leçons à en tirer. La principale leçon, qui est très importante, c'est que le monde a changé et que l'Union européenne refuse de le voir. Et alors, on est dans un monde des empires. Que vaut la parole de l'Union européenne dans le reste du monde maintenant ? La première chose impressionnante, c'est la parole de Trump, puisque Trump dit lui-même que, par ailleurs, il ne s'engage que tant que les accords passés servent les intérêts de l'économie américaine. Donc, quand on dit qu'on a un système stable, c'est faux. Trump a toujours affirmé qu'il pouvait sortir à tout moment et remettre en question tous ces arrangements s'il trouve que c'est pas encore assez positif pour l'économie américaine. Il est certain que pour l'Europe, on a vraiment fait un aveu de faiblesse qui est terrible. Et on va être pris en tenaille parce que d'un côté, donc, nos exportations vers les États-Unis vont beaucoup réduire. De l'autre côté, les exportations de la Chine vers l'Union européenne vont bondir puisque la Chine est en train de réorienter ses exportations qu'elle destinait aux États-Unis vers l'Europe. Les exportations chinoises vers l'Europe augmentent de 15% par mois. Et derrière, je pense que la leçon, il faut absolument bouger là-dessus très vite, c'est que dans ce monde des empires où la force prime le droit, essayer de faire jouer le soft power sans hard power et sans être adossé au hard power, ça ne marche pas. Et donc l'Union européenne est en train de rater complètement à cause de l'impéritie de Madame Ursula von der Leyen sa réorientation vers la souveraineté et la sécurité. Et il faut absolument qu'il y ait une réorientation majeure. L'autre point qui est préoccupant, c'est évidemment les divergences d'intérêts au sein même de l'Union, parce que ce pseudo-accord, il faut bien reconnaître qu'il est complètement aligné sur les intérêts de l'Allemagne. Merci. On a d'un côté la normalisation de l'automobile et de l'autre côté des achats massifs de gaz, d'armement aux États-Unis, la liberté sur les services financiers. Ça, j'allais dire, c'est une équation qui est une équation allemande et qui est totalement orthogonale aux intérêts français. Merci. Donc, Nicolas Bavret. Revenir et remettre les États dans le jeu parce que il faut pouvoir adosser ces négociations à tous les instruments de la souveraineté, y compris le recours possible à la force armée. Merci Nicolas Bavret pour votre analyse sur Europe 1 ce matin. Merci beaucoup, merci à tous. Très bonne journée à vous, historien, économiste, éditorialiste au Point au Figaro. Merci d'avoir été en direct sur Europe 1.